En septembre 2025, le Sahel bascule et gronde, les checkpoints scintillent, la poussière s'élève, les habitudes se fissurent. À Ouagadougou, un État jeune resserre ses verrous pendant que d'anciens empires découvrent trop tard la porosité de leurs frontières et l'échec d'une tutelle qui se croyait éternelle. Mais pour vous, que signifie vraiment ce tournant lorsque Ibrahim Traoré fait du mot souveraineté une discipline quotidienne, pas une bannière, et lorsque chaque rumeur devient un test de confiance au milieu d'une guerre des perceptions? Un choix lucide s'impose avant que la vigilance n'avale la liberté. Ce récit n'est pas celui d'un simple président, mais d'un pays qui s'efforce de rester debout sous les vents contraires de l'histoire. Le pari de Burkina Faso est immense. Prouver qu'une petite nation du Sahel peut rompre le cercle de la dépendance sans se consumer dans l'isolement. L'enjeu dépasse ses frontières. Si la doctrine du fort Burkina résiste, elle pourrait redessiner la carte mentale de tout un continent. Le risque pourtant demeure, transformer la vigilance en verrou, la sécurité en silence. Chaque décision d'Ibrahim Traoré pèsera sur le fil ténu entre la fierté retrouvée et la peur apprise. Derrière les uniformes et les discours, une question demeure ouverte. Qu'est-ce qu'une révolution qui choisit de durer? Et surtout, à quel prix? Le basculement eut lieu en silence. En 2022, Ibrahim Traoré prit le pouvoir dans un Burkina Faso que le monde observait à peine. Pour beaucoup, il n'était qu'un uniforme de plus dans la galerie instable du Sahel. Pourtant, deux chiffres renversèrent cette impression. En moins de 12 mois, les attaques terroristes diminuèrent de 38% autour de Kaya, tandis que les flux d'or contrôlés par l'État augmentaient de 45%. Ce n'était pas un hasard. Le jeune capitaine avait compris que la souveraineté se mesure en chiffres concrets autant qu'en symboles. Dès ses premiers mois, il fit dissoudre les pactes militaires hérités, suspendit plusieurs concessions minières étrangères et ordonna la réécriture de contrats stratégiques. Les chancelleries occidentales y virent de la témérité. Pour ses partisans, c'était enfin le souffle de Sankara revenu. Mais le coût de cette liberté se révéla aussitôt. Attentats ciblés, sabotage d'infrastructures, campagne médiatique aux slogans identiques d'un pays à l'autre. À mesure que la propagande s'intensifiait, la figure de Traoré devenait mythique, presque incantatoire. Dans les marchés de Ouagadougou, on murmurait: celui qui ne plie pas. Le Sahel porte les traces des promesses trahies. De Lumumba à Sankara, les rêves d'émancipation furent souvent étranglés au moment d'éclore. Traoré le sait, l'indépendance n'est pas un acte fondateur, mais une discipline quotidienne. En reconstruisant l'armée, en renforçant les médias publics et en imposant des audits de financement, il chercha moins à provoquer qu'à survivre. Chaque mesure semblait crier la même idée: mieux vaut être seul que soumis. Pour comprendre ce moment, il faut regarder en arrière avant de regarder en avant. Le Sahel, jadis périphérie de l'Empire, devient aujourd'hui son miroir. Et au centre de cette poussière rouge, un homme apprend à conjuguer la défiance et la foi, l'urgence et la mémoire. Dans la capitale, le centre névralgique du pouvoir s'était métamorphosé en camp d'alerte permanent. À quelques mètres du palais, des jeunes officiers prenaient des notes à la lueur des lampes portatives, tandis que des conseillers civils tentaient d'apaiser une population à la fois fière et inquiète. Deux figures émergèrent comme repères: Mariam Ouedraogo, journaliste de terrain, et le colonel Sawadogo, stratège taciturne. La première filmait les convois militaires partant pour le nord. Le second cartographiait les zones d'influence où l'argent étranger coulait encore trop librement. Leur rôle fut crucial. Mariam, par ses reportages, révéla la part humaine d'une révolution souvent caricaturée. Sawadogo, lui, transforma la doctrine du fort Burkina en une discipline collective.
Sous leurs regards croisés, la population apprit à lire entre les lignes de la peur. Le marché de Bobo Dioulasso, jadis déserté, retrouva un semblant de vie, preuve que la confiance peut renaître même au bord du gouffre. Mais cette renaissance tenait à un fil. À chaque explosion dans le nord, à chaque rumeur d'infiltration, les murs du palais semblaient se resserrer. Les proches de Ibrahim Traoré savaient qu'il leur fallait marcher sur une ligne de crête, protéger sans étouffer, inspirer sans dominer. Dans cette équation impossible, le risque d'un glissement autoritaire n'était jamais loin. Et pourtant, pour la première fois depuis des décennies, un peuple entier regardait son avenir sans baisser les yeux. Alors, une question persiste, brève et tranchante. Combien de temps la vigilance peut-elle rester vertu avant de devenir prison? Tout commença par un souffle. Une série d'explosions coordonnées fit trembler le quartier gouvernemental au cœur de Ouagadougou. Les vitres se brisèrent, les sirènes hurlèrent et les téléphones s'enflammèrent de messages contradictoires. Pour Ibrahim Traoré, ce fut la ligne de partage entre l'espoir et le siège. Dès l'aube, il réunit son état-major et lança ce qui deviendrait la première phase d'une stratégie nouvelle. Le plan suivait une logique implacable. Identifier, isoler, neutraliser. Les médias publics furent mobilisés pour contrer les rumeurs. Une cellule de crise fut ouverte au ministère de la Communication. Pendant ce temps, des colonnes de blindés patrouillaient les boulevards où, hier encore, les vendeurs ambulants criaient leur prix. Dans les campagnes du Nord, des commandos furent envoyés sécuriser les routes de ravitaillement et fermer les points d'infiltration signalés par les milices locales. Mais l'ennemi était invisible. Des voix anonymes inondaient les radios de Bobo Dioulasso et de Kaya, accusant le pouvoir d'avoir perdu la raison. Des comptes numériques fantômes publiaient des enregistrements truqués imitant la voix de Traoré lui-même. C'était la guerre de la perception. Et dans cette guerre, les armes étaient les mots. À mesure que les semaines passaient, la tension se fit palpable jusque dans les réunions de cabinet. Devait-on renforcer la surveillance? Faut-il suspendre les associations suspectes de recevoir des fonds étrangers? Certains ministres prônaient la prudence, d'autres répétaient la formule de Traoré. On ne bâtit pas une démocratie sur des braises allumées par d'autres. Il choisit la fermeté. Les réseaux d'ONG et de médias furent audités. Ceux qui ne pouvaient justifier leur financement furent suspendus. Les chancelleries, les chancelleries occidentales crièrent à la censure, le gouvernement parla de prévention. Dans la rue, les débats s'enflammaient. Pour les uns, le pays se refermait, pour d'autres, il se redressait enfin. Au même moment, les marchés commencèrent à se vider. La peur fit grimper le prix du mil et du carburant. Des rumeurs couraient sur des achats massifs d'allégeance dans le Nord. Les officiers du renseignement parlaient désormais de déstabilisation hybride, un scénario déjà testé ailleurs, maintenant réécrit pour le Sahel. L'élégance du procédé résidait dans sa cruauté. Allumer de petites flammes, amplifier la panique, puis offrir de l'aide internationale au nom de la stabilité. Dans ce tumulte, Traoré prit une décision radicale. Il fit réorganiser la garde présidentielle en une unité mobile capable d'intervenir en 30 minutes n'importe où sur le territoire. Les officiers furent mutés régulièrement pour éviter les loyautés personnelles. L'ordre était simple. L'infiltration commence avec le confort. À la fin de cette séquence, la capitale ressemblait à une forteresse assiégée mais fière. Chaque carrefour portait la trace d'une veille nouvelle, chaque citoyen savait que le pays vivait désormais sous un autre régime, celui de la vigilance. Et derrière les rideaux des bureaux du palais, Ibrahim Traoré contemplait la carte du Sahel avec une certitude froide. Il venait de franchir un point de non-retour.
La légitimité d'une révolution ne se proclame pas, elle se démontre. Ainsi, les chiffres devinrent autant d'armes que les fusils. En 6 mois, trois indicateurs clés permirent de mesurer l'onde de choc. Le premier fut militaire. Selon les rapports de l'état-major, les attaques coordonnées au nord chutèrent de 42% entre 2022 et 2023. Ce n'était pas seulement un résultat tactique, c'était la preuve que la désorganisation des réseaux rebelles, alimentés par des flux financiers extérieurs, commençait à porter ses fruits. Chaque embuscade évitée représentait, dans l'esprit des Burkinabés, un village sauvé, une école restée ouverte, un marché qui battait encore son plein. Le deuxième chiffre fut économique. Les revenus aurifères déclarés augmentèrent de 38% sur la même période. Derrière cette statistique se cachait une réforme profonde, la nationalisation partielle des concessions minières et l'obligation pour toute transaction supérieure à 10 millions de dollars d'obtenir une autorisation du Conseil souverain. L'objectif n'était pas idéologique mais pragmatique. On ne peut défendre un territoire, disait Traoré, si l'on ne possède pas le sol sous ses pieds. Le troisième indicateur fut social. Dans les zones rurales considérées comme instables, 61 écoles sur 100 avaient rouvert et 47 centres de santé avaient repris leurs activités. Cela ne suffisait pas à redresser tout un pays, mais ces avancées chiffrées créaient un récit opposé à la rhétorique du chaos entretenu à l'étranger. Les analystes parlaient désormais d'une stabilisation vigilante. Ces données, relayées par les bulletins de la radio nationale, renforçaient la cohésion psychologique que Traoré cherchait à bâtir. Dans chaque émission, des responsables expliquaient le sens des réformes, corrigeaient les fausses nouvelles et rappelaient que la souveraineté n'était pas un luxe, mais une condition de survie. Cependant, l'efficacité avait un prix. La presse indépendante se raréfiait, la critique devenait prudente, et l'opposition, soupçonnée d'être instrumentalisée, peinait à exister. Les observateurs étrangers y virent une dérive autoritaire. Les partisans y lurent un mal nécessaire. Entre les deux visions, la ligne était floue. À mesure que les chiffres s'accumulaient, la confiance se construisait sur des colonnes comptables plus que sur des slogans. Et pourtant, chaque pourcentage, chaque hausse de production, chaque baisse d'incidents masquait la même tension. Comment préserver l'esprit d'une révolution lorsqu'elle devient système? Pour Burkina Faso, la réponse restait suspendue entre deux courbes, celle du progrès mesurable et celle de la liberté incertaine. Et sous les néons du palais, Traoré observait ces chiffres défiler comme d'autres regardent la pluie, avec gratitude, mais aussi avec peur, car il savait qu'aucune donnée ne pouvait garantir la loyauté d'un peuple. Seul le temps, la fatigue et la mémoire décideraient si ces nombres deviendraient une fondation ou fardeau. Les critiques d'Ibrahim Traoré ne manquent pas et lui-même les écoute sans céder. D'un côté, ses partisans affirment qu'il a sauvé le Burkina Faso du naufrage en lui redonnant une colonne vertébrale nationale. De l'autre, ses adversaires redoutent qu'il ait troqué la tutelle étrangère contre une armure de fer intérieure. L'affrontement se joue sur deux arguments majeurs, la sécurité et la liberté. Les défenseurs rappellent que, depuis l'application de cette stratégie, les incursions armées ont chuté, que les axes routiers vers le nord sont de nouveau praticables et que les récoltes reviennent sur les marchés. Pour eux, la discipline imposée par Traoré n'est pas une contrainte, mais un entraînement collectif. Ils citent souvent Sankara: un peuple organisé n'a pas besoin de maître. L'ordre n'est donc pas la fin de la révolution, mais sa continuité. Ses détracteurs, eux, dénoncent une dérive lente. Réunions surveillées, presse encadrée, ONG étouffées sous les audits. Ils craignent que la peur, jadis arme de résistance, devienne instrument de contrôle. Dans leur tribune, ils comparent Traoré aux figures du passé qui ont confondu stabilité et silence.
Mais leurs avertissements peinent à trouver écho. La majorité des citoyens, épuisés par 20 ans d'ingérence et de guerre, préfèrent l'assurance de la fermeté à l'incertitude du désordre. Entre ces deux pôles, une zone grise s'élargit, celle d'un pays en apprentissage, encore hésitant entre la vigilance et l'ouverture. Le débat, nourri de chiffres et d'émotions, devient lui-même un champ de bataille. Comment concilier la défense d'une souveraineté arrachée et la respiration d'une société encore fragile? Dans cette tension, Ibrahim Traoré apparaît à la fois stratège et symbole. Un homme qui sait que toute révolution finit par devoir se défendre contre sa propre ombre. Ibrahim Traoré ne bâtit pas des murs, il érige des boucliers. Cette phrase, prononcée à voix basse lors d'un conseil nocturne, devint le mantra du pouvoir. À partir de ce moment, la stratégie devint une culture nationale. Les ministères furent audités, les comptes publics vérifiés, les communications extérieures filtrées. Mais surtout, l'information devint une arme de cohésion. Chaque soir, à la radio, des bulletins intitulés Chroniques de la souveraineté expliquaient les décisions du jour, décryptaient les rumeurs et rappelaient le mot d'ordre. La vigilance et survie. Dans les écoles, on enseignait comment repérer la manipulation numérique. Dans les villages, des milices civiles protégeaient les convois de grains. Cette mutation psychologique transforma la peur en discipline. L'État retrouvait son unité, mais au prix d'un silence grandissant. Les critiques se firent prudentes, les mots se mesurèrent. Le pays respirait, certes, mais à souffle compté. La forteresse qu'il avait rêvée pour se défendre commençait à l'enfermer. Lorsque cette stratégie s'enracina dans le quotidien, les effets se firent sentir sur 4 fronts. Pour les fonctionnaires, d'abord, la transformation fut immédiate. Chaque ministère fut intégré à la grille de défense nationale. Les contrôles de loyauté s'étendirent aux cadres administratifs. Les audits de patrimoine se multiplièrent. Dans les bureaux de Ouagadougou, certains y virent une humiliation, d'autres une purification. Un haut fonctionnaire déclara: nous ne servons plus un gouvernement, nous servons une cause. Le travail devint acte de foi. Pour les entrepreneurs, le choc fut double. Les grands contrats étrangers furent suspendus en attendant une réévaluation stratégique. Beaucoup de sociétés minières perdirent leurs concessions. En revanche, les petites entreprises locales gagnèrent de nouveaux marchés publics. Les flux commerciaux ralentirent, mais la part de la production nationale augmenta. Ce ralentissement, perçu comme une récession à l'extérieur, fut vécu à l'intérieur comme une respiration souveraine. Les citoyens, eux, connurent une sécurité inédite depuis des décennies. Les routes principales furent de nouveau praticables, les écoles rouvertes dans des zones autrefois abandonnées. Mais cette paix avait un prix. La parole publique se fit rare, la méfiance devint réflexe. Dans les cafés, on parlait à voix basse. Les chansons patriotiques remplaçaient les débats. Les drapeaux remplacèrent les pancartes. Les familles disaient que leurs enfants dormaient enfin tranquilles, et ce seul fait suffisait à justifier la rigueur du régime. Pour les voisins régionaux, enfin, la mutation burkinabé fut un séisme. À Bamako, Niamey et N'Djamena, les officiers observaient avec admiration et prudence. Les alliances prirent forme: coopération sécuritaire, partage de renseignements, projets d'infrastructures communs. Ce que la presse occidentale nomma l'axe de la résistance devint, dans les esprits africains, une renaissance sahélienne. Mais l'équilibre restait fragile. Ibrahim Traoré savait que chaque victoire intérieure appelait une riposte extérieure. Les chancelleries européennes parlaient de dérive, les marchés d'instabilité, les diplomates de contagion autoritaire. Et pourtant, au cœur du Sahel, un autre mot circulait: dignité. Pour la première fois, les peuples de la région avaient le sentiment que leurs dirigeants décidaient sans permission.
Cette inversion du regard fut la plus grande conséquence de toutes. Le Burkina Faso, jadis symbole de précarité, devenait symbole d'audace. Et dans ce miroir renversé, l'Afrique redécouvrait son visage. À l'horizon d'un an, l'avenir du Burkina Faso se décline en trois trajectoires possibles. Dans un premier cas, la consolidation prudente marque la voie. La stratégie continue de structurer l'administration et les forces armées. L'économie reste sous tension, mais la stabilité intérieure se maintient. Les alliances régionales, Mali, Niger, Tchad, se renforcent. L'objectif, survivre au gel des aides occidentales, tout en bâtissant des circuits économiques alternatifs. La souveraineté devient endurance, lente, méthodique, sans triomphe, mais sans effondrement. Dans un scénario plus optimiste, une transformation collective prend forme. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le Burkina réussit à convertir sa résistance en modèle. Les coopérations sud-sud se multiplient. Agriculture partagée avec le Brésil, formation militaire avec la Russie, énergie solaire financée par la Chine. Le pays s'ouvre à un réseau d'échanges décolonisés. La jeunesse urbaine adhère à cette fierté nouvelle, la diaspora revient investir. Le Sahel retrouve une cohérence politique qu'on croyait perdue. Mais un scénario plus sombre existe aussi, l'asphyxie silencieuse. L'isolement économique s'aggrave, les réserves de change fondent, les infrastructures s'érodent. Le contrôle accru finit par étouffer l'initiative et la défiance s'installe entre pouvoir et population. L'armée, sursollicitée, s'épuise. Le rêve d'un État debout se transforme en forteresse immobile. Dans chaque trajectoire, le dilemme reste le même. Comment défendre une révolution sans la pétrifier? Si la vigilance devient réflexe, alors la liberté devient souvenir. Un diplomate sahélien a murmuré une phrase qui résonne. Le Burkina ne tombera pas par faiblesse, mais peut-être par excès de force. Le pays avance donc sur une crête étroite entre discipline et respiration, entre le bouclier et la cage. Et dans ce fragile équilibre se joue non seulement son destin, mais celui de toute une région. Les décisions d'État n'ont de sens que lorsqu'elles trouvent un écho dans les vies ordinaires. Au Burkina Faso, cette stratégie a redessiné les gestes du quotidien. Dans les rues de Ouagadougou, les commerçants abaissent leur volée un peu plus tôt, mais les vols ont chuté. Dans les villages du Nord, les enfants reprennent le chemin de l'école sous la garde de volontaires civils. Dans les universités, on débat moins librement, mais plus passionnément. Les étudiants s'interrogent sur ce que signifie réellement être libre. Pour les jeunes, l'impact est identitaire. Ils portent l'image d'Ibrahim Traoré sur leur t-shirt, non par culte, mais comme un rappel d'indépendance. Leur slogan: mieux vaut construire lentement que dépendre vite. Pour les familles, la transformation est concrète. Les routes surveillées permettent d'envoyer les enfants étudier au Nord sans crainte. Le prix de la liberté se compte en sérénité retrouvée. Pour la diaspora, le sentiment oscille entre admiration et inquiétude. Beaucoup saluent la dignité retrouvée, d'autres redoutent que le pays devienne prison de ses idéaux. Et pour les observateurs étrangers, le cas burkinabé devient miroir. On y lit à la fois la soif d'autonomie et la tentation du repli. Ces perceptions contrastées prouvent que la révolution de Traoré dépasse la politique. Elle touche au cœur même de la condition humaine, ce besoin de choisir entre sécurité et souffle. Pour consolider ce qu'il appelle la liberté disciplinée, Ibrahim Traoré a fait rédiger une feuille de route souveraine en 5 étapes. Chaque mesure y lie la défense, l'économie et la société dans un même mouvement de reconstruction. D'abord, il s'agit de renforcer l'autonomie énergétique. Des coopérations avec la Chine et le Brésil visent à couvrir 60% des besoins nationaux par le solaire d'ici 2026. Ce choix réduit la dépendance et abaisse les coûts de production. Ensuite, il faut sécuriser les ressources. Les contrats miniers sont désormais soumis à un examen de sécurité nationale.
Objectif, que chaque gramme d'or finance les infrastructures publiques plutôt que les dividendes étrangers. Puis, éduquer à la vigilance devient une priorité. Des modules civiques intégrés dans les écoles et les médias expliquent comment détecter la manipulation. L'ignorance, dit-il, est la première brèche d'une nation. Par ailleurs, diversifier les alliances est essentiel. En tissant des liens sud-sud, Mali, Niger, Russie, Iran, Brésil, le Burkina cherche non pas un bloc idéologique, mais un cercle d'autonomie réciproque. Enfin, une plateforme de dialogue national est instaurée. Ce conseil de renouveau réunit civils, militaires et syndicats pour garantir que la vigilance ne se transforme pas en dogme. Dans cette architecture, Traoré voit moins un système qu'une éthique. Survivre sans renier. Il veut que la forteresse reste une maison habitée, pas une prison. Le défi sera de garder la flamme sans consumer l'air. Dans la cour du palais, la nuit retombe sur un drapeau immobile. Le même vent rouge du Sahel qui avait porté la révolte souffle maintenant plus doux, presque apaisé. Un instant, Ibrahim Traoré revoit la jeune journaliste Mariam Ouedraogo, caméra à la main, lors des premières patrouilles de la Révolution. Elle disait: l'histoire n'attend pas qu'on soit prêt. Cette phrase, devenue symbole, résume tout. Le Burkina Faso n'est plus le pays des prières résignées, mais celui des veilles obstinées. Chaque lumière encore allumée dans Ouagadougou prouve que la peur n'a pas étouffé l'élan. Et pourtant, au cœur de cette vigilance triomphante demeure la fragilité d'un rêve qui ne veut pas se fermer. La forteresse tient, mais respire difficilement. Et dans ce souffle contenu, un peuple continue d'apprendre à vivre debout, non pour défier le monde, mais pour ne plus s'y courber. Parce qu'en vérité, le combat de Traoré n'est pas contre des ennemis visibles, il est contre l'oubli, celui des peuples qui ont cessé de croire que leur destin leur appartient encore. L'histoire du Burkina Faso n'est pas une épopée close, mais une conversation en cours. Cette stratégie a redonné au mot souveraineté une densité que l'on croyait perdue. Pourtant, ce récit n'appartient pas qu'à Ibrahim Traoré. Il appartient à ceux qui, chaque jour, choisissent de veiller, de parler avec prudence, de croire encore que la liberté vaut la fatigue qu'elle impose. Sur les ondes, des voix anonymes posant la question simple: peut-on protéger un rêve sans l'enfermer? Cette interrogation dépasse Ouagadougou. Elle concerne chaque nation, chaque citoyen. Si cette expérience sahélienne réussit, elle prouvera qu'une révolution peut survivre à sa propre victoire. Alors, à vous qui écoutez, l'invitation demeure. Observez, questionnez, partagez, car les forteresses ne durent que si elles respirent avec ceux qu'elles abritent. Et peut-être qu'un jour, lorsque les vents du Sahel souffleront plus clairs, on se souviendra que la liberté, pour vivre, a toujours besoin de témoins.